Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Allez, l'engouement pour le sport, pour le running, le jogging et tous ceux qui ont envie d'aller évidemment s'échauffer un peu sur le bitume ou dans différents endroits, courir dans les bois, courir dans la prairie, courir dans les champs de coquelicots et la rosée. Non mais ça c'est autre chose. On va parler avec le docteur Jean-Pierre de Mondenard. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, médecin du sport. On va connaître votre sentiment justement sur l'engouement que les Français ont au travers de différentes disciplines et notamment le running. On est également avec Fabrice Norel qui est en direct avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être là, directeur des opérations chez Endurance Shop. Alors vous connaissez bien, il y a un petit chapitre dans la partie de l'émission que j'ai préparée qui s'appelle « Les équipementiers se frottent les mains ». C'est vrai ? Exactement. En ce moment, ça marche plutôt bien pour vous. Vous pouvez, votre micro reste ouvert, vous pouvez intervenir à tout moment. Alors, en préparant l'émission, docteur, certains spécialistes disent que grâce à cette fameuse campagne qui date de 4 ou 5 ans en arrière, la campagne de santé publique, il disait manger, bouger, eh bien les Français auraient commencé il y a 4 ou 5 ans vraiment à prendre en considération cet adage manger, bouger, c'est important. Bien sûr. Le corps, il est fait pour bouger. Si vous voulez qu'il fonctionne bien, il y a des muscles. Et si les muscles ne travaillent pas, eh bien, ils s'atrophient. Le corps se dégrade. Donc, il faut effectivement se remuer, mais pas n'importe comment. Sauf que ça, c'est une, c'est une chose évidente depuis des décennies. Pourquoi est-ce que depuis 4 ou 5 ans, on commence à prendre en considération cet état de fait? Eh bien, je pense que les organisations, des grandes manifestations sportives, la médiatisation de la course à pied notamment et d'autres activités, fait que les gens ayant une vie hyper sédentaire, eh bien, se mettent à se remuer et comme ils y trouvent du plaisir, parce que bon, au départ, effectivement, ça peut être un peu dur quand vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps. Ah oui, en revanche, quand vous avez un petit entraînement et que vous commencez à prendre du plaisir à courir, vous vous sentez mieux, vous êtes détendu, donc le stress est évacué en partie, votre circulation sanguine s'améliore, donc le corps fonctionne mieux, donc dans toutes les activités humaines, vous êtes plus performant, que ça soit sous la couette, que ça soit dans la vie courante, votre corps il réagit beaucoup mieux à ce que vous lui demandez. Hein, tout le monde connaît, non pas tout le monde, mais en tout cas la phrase de Jean-Jacques Rousseau, en tout cas la citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Plus le corps est fort, plus il obéit, plus il est faible, plus il commande ». Donc il n'y a pas photo, on ne peut pas être contre le sport ou contre l'activité physique, on est obligé d'avoir une activité physique. Et vous le disiez effectivement, pas faire n'importe quoi, surtout quand on a eu une longue période d'absence d'activité sportive. Alors avant de nous donner vos conseils, prodiguer vos conseils, docteur, je regardais les chiffres aussi qui sont assez éloquents et notamment ils viennent de l'Observatoire de la santé. 88% des Français, comme vous le dites, sont parfaitement conscients des bienfaits du sport sur le contrôle du poids en particulier. Jusque-là tout va bien. Sauf que seulement 12% font au moins 2 heures de sport par semaine. 12% des Français, c'est pas terrible, hein? Non, puis après 2 heures, il faut pousser un peu plus, hein, c'est 3 heures. De toute façon, l'activité physique, comme de respirer, comme de manger, est obligatoire. Je veux dire, on ne doit pas se poser la question. Et même les gens qui ont des pathologies chroniques, que ce soit le diabète, que ce soit des problèmes cardiaques, etc., vont améliorer leur santé en faisant une activité, mais bien sûr, une activité contrôlée. Donc, il n'y a pas photo, pour parler plutôt clairement, il n'y a pas photo, l'activité physique est complètement indispensable à tout humain qui veut profiter de la vie. Profiter de la vie, s'entretenir, évidemment. On n'est pas obligé de parler de la performance sportive. Hein, on peut faire les choses pour s'entretenir sur un plan purement personnel. Hein. Exactement. Je voudrais ajouter dans votre lancement tout à l'heure, ça peut intéresser beaucoup de gens. Dans votre lancement, vous avez parlé de jogging, running, course à pied, etc. Alors, moi, j'ai un parcours étonnant, unique. C'est que je collabore à des revues de course à pied depuis 40 ans. Et donc, la première s'appelait Footing, en 79. Et il faut rappeler que le footing, dans les années 1900, ça voulait dire marcher. Donc en 1979, ça veut dire courir. Et depuis déjà plusieurs années. Ensuite, j'ai changé de mensuel et j'ai collaboré à Jogging International pendant 15 ans. Et donc, pendant 15 ans, le mot jogging avait la primauté. Et puis, depuis 2002, je collabore à une revue qui s'appelle Running Attitude. Donc, depuis cette époque-là, depuis les années 2000, Running a pris le leadership. Bien sûr, en mimant la
terminologie anglo-saxonne où on trouve des revues Runner Forward, etc. Mais ils veulent tous dire quasiment la même chose, si ce n'est... Sauf que le mot jogging était un peu péjoratif. Ouais, c'est ça. Faire du jogging, c'est un peu ringard. Ouais, alors qu'avec le mot running, on a éliminé cet aspect péjoratif, et donc tout de suite, ça fait mieux. Bon, on va demander à Fabrice Norel, qui est avec nous également, directeur des opérations chez Endurance Shop. Vous faites quoi, du jogging, du running ou du footing? Qu'est-ce que vous faites, vous? Non, du running, en fait. Du running, ouais. Le mot running est vraiment utilisé pour les gens qui le pratiquent sérieusement. Jogging s'utilise presque plus, ou lorsqu'on va trottiner, et quasiment tout le monde utilise le verbe et le mot running. Bon, on va faire du running. Alors, vous faites partie des 12% de Français qui font du running? Bien sûr, running, marathon, etc. Ah oui, vous faites du marathon quand même, vous savez jusque-là. Oui, c'est vrai. Vous savez quoi? Je vais poser la question au docteur et à vous également, Fabrice Norel. Est-ce que on peut préparer quelqu'un qui n'a jamais fait, qui peut pas faire plus d'1,5 kilomètre, est-ce qu'on peut le préparer? Et si oui, en combien de temps, s'il est assidu à son exercice et à son entraînement, on peut le préparer à un marathon, docteur? Oui, bien sûr, mais tout le monde, à part des cas exceptionnels, tout le monde peut faire des activités physiques d'endurance de façon prolongée, mais il faut du temps. Et effectivement, c'est plus facile mécaniquement de faire des épreuves cyclotouristes, de cyclotourisme, donc sur un vélo, on est porté, puisque à chaque appui sur la pédale, c'est 25% du poids du corps, un quart du poids du corps. Alors quand vous courez, c'est 3-4 fois le poids du corps. Donc mécaniquement, vous allez vous faire des misères. Et donc si je vois régulièrement dans des revues de course à pied votre premier marathon en 6 mois, donc ça c'est très bon pour les médecins du sport. Ils vont aller directement dans votre consultation. D'accord. Il faut beaucoup plus de temps quand on n'a jamais fait de sport, ou quand on a été arrêté très longtemps, ou quand on sort d'une convalescence prolongée. Il faut du temps pour que le corps, parce que les os aussi doivent se renforcer, les ligaments doivent se renforcer, donc c'est la répétition, la sommation des chocs sur le corps qui va progressivement le renforcer. C'est comme les arbres. Oui, donc ça peut se compter en années, la préparation? Pour les gens qui n'ont jamais fait de sport et qui se mettent à un marathon, il faut 3 ans. Ah oui, 3 ans, oui, d'accord, donc il faut être tenace. Et puis 3 ans de manière assidue, c'est-à-dire que vraiment on y va... Ceux qui ont fait toujours du sport, effectivement, c'est complètement différent. Mais quelqu'un qui a jamais couru, qui n'est pas sportif, et qui motivé par la médiatisation des événements, la course, de voir tout ce monde, cette fête, etc., d'assister sur le bord de la route au passage d'un marathon, c'est la fête. Donc on peut effectivement être attiré, mais si vous y allez en 6 mois, vous êtes sûr du résultat. Vous allez avoir tout un ensemble de pathologies. Ça va casser à un moment donné. Il faut savoir quand même que 60% des coureurs à pied sont blessés dans l'année. Ah oui. Alors, Fabrice Norel. Oui, alors justement, le docteur fait bien insister sur ça. La course à pied est un sport très très traumatisant, et d'où l'importance d'être bien équipé, à commencer par la chaussure qui va avoir un fort impact sur le dos et le genou. Le dos par l'impact au sol, et le genou par la stabilité ou l'instabilité de la chaussure. Donc le genou et le dos sont vraiment les 2 premières pathologies du coureur. Et ensuite, lorsqu'on n'est pas entraîné, on est très sujet à tout ce qui est courbature au niveau des mollets et des cuisses. Et là, depuis 3-5 ans, on voit arriver un phénomène qui est la compression, qui en contenant le muscle, évite aussi ces courbatures. Donc les appuis, la chaussure, la semelle, vous en parliez tout à l'heure, sont des éléments déterminants pour le dos et le genou, qui sont des pathologies qu'on entend quasiment tous les jours. On a l'impression d'être des cabinets de médecins dans les magasins. Les gens viennent nous voir en nous parlant de douleurs au dos, douleurs au genou, et c'est souvent dû à des mauvais choix de chaussures. Une mauvaise choix de chaussures, ou alors un entraînement qui n'est pas adéquat. Exactement. Oui, alors c'est ça qui est assez dingue, parce qu'on se dit aussi que lorsqu'on décide de se mettre au sport, il y a 2 attitudes en fait, et j'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que on nous rabâche et on lit tout le temps à droite à gauche dans les magazines spécialisés ou même dans les revues sur internet, on voit ça systématiquement, on nous dit voilà, il faut faire tous les jours, allez 45 minutes, et puis il y en a d'autres qui vous disent oui mais 45 minutes, quand vous vous arrêtez au bout de 45 minutes, ça n'est pas efficace parce que c'est l'après 45 minutes qui fait véritablement de l'effet. Après on vous dit qu'il faut pratiquer le petit jogging du matin, mais éventuellement avant le petit déjeuner, il faut faire ça à jeun, etc., etc. Enfin, je dirais, il y a plein de choses et on sait plus très bien ce qu'on doit faire véritablement. Pour ceux qui découvrent, Déjà, si vous courez tous les jours, c'est pas une bonne tactique. Il vaut mieux pour justement, parce que le corps, c'est un partenaire, donc il faut l'écouter.
il ne faut pas le maltraiter. Donc, de courir tous les jours, vous allez forcément arriver à une saturation des chocs que vous ne récupérez pas. L'idéal, c'est de courir 5 jours sur 7. Mais d'ailleurs, les grands champions de marathon d'aujourd'hui, ils courent plus tous les jours parce qu'ils ont compris qu'ils se cassaient. Donc, ils panachent avec d'autres activités, telles que le vélo, telles que la course dans l'eau, l'aquajogging, pour limiter les contraintes sur les structures mécaniques. Parce que courir les marathons, c'est forcément courir dans des routes, sur des routes, dans des rues. Courir dans les forêts, c'est complètement différent. Mais courir sur des routes, les chocs sont plus importants, et donc la répétition de ces chocs peut entraîner des lésions. D'où l'intérêt de courir 5 jours par semaine, et les 2 autres jours, si on a envie, le temps, etc., faire des activités moins traumatisantes. Alors je note. Pour répondre à votre question en direct, là vous disiez au bout de 45 minutes, si on ne court pas plus de 45 minutes. Alors effectivement, si vous courez 45 minutes par semaine, c'est pas très performant. En revanche, si vous courez tous les jours 45 minutes, vous pouvez courir 45 minutes, ça sera efficace quand même. Et la différence, et si différence il y a, parce qu'il y a des gens qui disent mais moi je ne cours pas, parce qu'effectivement l'impact sur les genoux, le dos, et c'est ce que disait Fabrice Norel tout à l'heure, je ne cours pas, je fais de la marche rapide. C'est hyper tendance ça en ce moment. Est-ce que c'est vérifié, Fabrice? D'un autre côté, c'est pas idiot si vous voulez protéger vos actes. Parce que il faut être pour courir avec le moindre risque possible, il faut quand même avoir un poids svelte. Plus vous avez des kilos, plus le choc est multiplié par 4. Donc, effectivement, la marche rapide et la marche tout court, mais en terrain vallonné, est également très performante pour l'appareil cardiovasculaire, pour l'ensemble de l'organisme. Non, la marche rapide avec des bâtons ou sans bâtons, bien sûr que la marche est une super activité, mais ça dépense effectivement beaucoup moins de calories que la course à pied. D'accord. Donc, des traumatismes, il y en a beaucoup moins. Fabrice? Et il y a 4 ans, un autre phénomène est arrivé, créé par la Fédération d'athlétisme, qui a été les coachs Athlé Santé, qui ont eu l'idée de prendre la marche comme de la course à pied lente. Il suffit de voir la fin d'un marathon et de voir qu'entre la vitesse d'un fin de marathon et de la marche, il n'y a pas un grand écart. Sauf pour les Kenyans. Sauf pour les Kenyans. Et donc, il y a 4 ans, on a vu énormément de personnes arriver dans les clubs d'athlétisme pour justement pratiquer la marche nordique, qui est le cousin, le petit frère de la marche, et qui a les mêmes effets sur le cœur, mais sans les effets sur le genou, sur le dos. Et ça a eu un très très bel engouement. Alors, même effets, docteur, et des effets équivalents à la course à pied, il faut balancer les bras. C'est avec le balancement des bras, un peu comme dans le ski de fond, et même en réadaptation après des blessures, pour ne pas reprendre directement par la course à pied, pour réentraîner les structures qui ont souffert à progressivement reprendre des chocs de façon plus intense. Eh bien, on les fait marcher avec des haltères aux mains, pas aux chevilles, aux mains, et en balançant les bras, et vous arrivez, en marchant de cette façon, à avoir une fréquence cardiaque autour de 130, 135, qui est équivalent à courir un running à 10 km/h. En tout cas, l'idéal, dans un premier temps, lorsqu'on a effectivement peut-être un peu de surpoids ou des douleurs sur les genoux ou éventuellement au dos, commençons par cette marche rapide, bien balancer les bras, en faire si possible chaque jour, pas nécessairement pendant 2 heures, on est d'accord, mais on va dire 40-45 minutes, c'est déjà une très bonne chose. C'est un bon début pour permettre au corps justement de s'habituer. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. L'engouement pour le running avec mes invités, Jean-Pierre de Mondénard, qui est médecin du sport, bien sûr, que vous retrouvez notamment dans le mensuel, le journal Running Attitude. Fabrice Norel est là également, directeur des opérations chez Endurance Shop, le matériel nécessaire pour justement ne pas se blesser, se faire mal et pouvoir être performant. Et puis on va accueillir Boris Pourreau qui est avec nous, cofondateur de l'application, une application, alors vous allez me dire une de plus, mais celle-là elle est vachement originale, l'application Running Heroes, car nous sommes tous des héros. Bonjour Boris. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir justement dans 2 petites secondes sur ce que vous proposez. C'est un petit peu la carotte au bout de l'exercice, parce que et je trouve ça c'est une bonne initiative en tout cas. Alors j'ai donné tout à l'heure quelques chiffres, docteur. Vous allez pouvoir me dire si c'est bien ou pas. Les Français, donc je le disais, 64% des Français ne font pas de sport quand il fait mauvais temps. Bon voilà, contrairement à d'autres pays européens. On pratiquerait en moyenne 6,5 km et on sortirait 6 fois par mois contre 8 fois pour d'autres pays européens sur une durée maximum de 36 à 40 minutes. On est dans la moyenne, hein ?
Oui, mais c'est un peu dommage, c'est important là, l'histoire où 64% des Français ne sortent pas quand il fait mauvais. Oui. Or, la course à pied, c'est le sport quand tout le monde a froid et vous avez chaud encore. Donc, les temps frais, quand ça arrive autour de 0 degré, 5 degrés, d'ailleurs, les records en course de fond, je parle en course de fond, que ce soit marathon, 10 km et plus, eh bien, sont battus quand les températures sont entre 8 et 13 degrés. Donc, c'est pas des chaleurs extraordinaires, et au contraire, quand il fait très chaud, on est plus handicapé. Donc, le mauvais temps, à part les bourrasques, le terrain glissant, la neige, le verglas, etc., bien sûr, mais le froid ne doit pas bloquer les envies de courir. Au contraire, on est 100 fois mieux quand il fait ce temps-là, de courir que de rester près d'un radiateur parce qu'il fait trop froid. Exactement. Et de plus que par mauvais temps, nous avons désormais des vêtements qui nous permettent de courir sous la pluie tout en respirant, la fameuse membrane Gore que tout le monde connaît. Et sachez que les marques cherchent surtout à réguler la température du coureur, et les vêtements qui sont créés par les marques cherchent beaucoup plus à évacuer cette chaleur, à réguler cette chaleur qu'à vous protéger du froid. La chaleur est vraiment l'ennemi du coureur plus que le froid qui, je suis d'accord avec le docteur, est un ami. Ça veut dire, Fabrice... Quand on regarde les courses en hiver, vous voyez les spectateurs qui sont sous des couvertures, des parkas, des trucs épais de tous les côtés, des cache-nez, des bonnets, et les coureurs qui sont en t-shirt, en short, et éventuellement ils ont des gants. Mais autrement, ils ont le corps nettement découvert. Voilà, il y a le contraste, c'est parce que l'effort physique donne la chaleur, la contraction musculaire. 75% de la contraction musculaire, 25% est transformé en effet mécanique, ça vous fait avancer, et 75% est transformé en chaleur. Donc le corps chauffe en courant. Alors qu'à vélo, si vous êtes sur un vélo à rouler à 30 à l'heure en plein hiver, bien vous avez la température ressentie, c'est 10 degrés de moins. Donc s'il fait 10 degrés, vous êtes à 0, et s'il fait 0, vous êtes à moins 10. Alors... Oui, donc c'est plus facile de courir l'hiver, de faire des activités en courant l'hiver, que de faire du vélo ou d'autres sports. Ouais, c'est ça. C'est là où la motivation joue un peu, parce que je vous cache pas que quand il fait 3 degrés dehors, vous avez autre chose, vous avez envie d'autre chose que d'aller de mettre le nez dehors. Fabrice Norel, alors l'équipement, parce que ça c'est vachement important chez Endurance Shop. L'équipement c'est nécessaire, et le docteur le disait il y a un instant, c'est que quand il y a des températures relativement basses comme ça, c'est pas la peine d'y aller avec la doudoune. Hein. Non. Alors l'équipement, là, vous avez vraiment cité depuis le début les deux problématiques que les fabricants cherchent à résoudre. On en parlait en début d'émission, les problèmes de genoux et de dos. Et là, ce sont les chaussures et les semelles qui sont déterminantes. Et là, je vous invite vraiment à aller dans des magasins spécialisés, puisqu'on va vous analyser votre foulée, on va même analyser votre voûte plantaire pour s'assurer que vos appuis sont bons. Donc là, on va résoudre les problèmes, en tout cas les tempérer au niveau du genou et du dos. Et le deuxième phénomène qu'il va falloir chercher à combattre ou à réguler, ça va être justement cet excès de chaleur. Et là, pareil, les marques ont énormément de ruses, de méthodes techniques. Et pour l'anecdote, vous avez même des marques comme une marque suisse qui s'appelle X-Bionic qui travaille avec une marque de voiture Lamborghini pour s'inspirer du refroidissement du corps, comme les marques d'automobilistes font pour refroidir le moteur des voitures. Donc il y a vraiment une recherche au niveau de la régulation de cette température. Mais là où il y a quand même quelques idées reçues, et notamment pour ceux qui ne pratiquent pas les choses de manière assidue, encore une fois, c'est de se dire que plus on a chaud, plus on transpire, mieux c'est. Non. C'est vrai, beaucoup pensent ça, hein, très honnêtement. Non. Alors là, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir et que tout le monde ignore, c'est que plus on est en condition physique, plus on est en forme, plus on transpire. Donc, c'est pas pour dire que le fait de beaucoup transpirer, c'est bon. C'est que l'amélioration du fonctionnement, du rendement humain, fait que votre évacuation de la chaleur est plus performante. Et donc, vous allez transpirer à un même niveau d'effort que quelqu'un d'autre qui est moins entraîné. Vous allez transpirer plus. Donc, d'où l'intérêt et l'importance de la réhydratation pendant les efforts de longue durée et des aspersions sur le corps pour diminuer la surchauffe éventuelle. Eh ben, voyez, ça c'est encore une idée reçue, parce que beaucoup se disent, et lorsqu'on voit notamment des gars qui font du running, du jogging, on les voit avec le t-shirt trempé, on se dit, oh là là, celui-là il doit en baver. Ça doit être particulièrement difficile pour lui. Un t-shirt
aussi. Peut-être qu'il n'a pas le bon t-shirt aussi, oui, c'est sûr. Oui, non, mais c'est aussi un préjugé, c'est-à-dire qu'en fait, visiblement, lui, il a une très bonne condition physique qui fait qu'il transpire beaucoup, et il transpire beaucoup parce qu'il a une bonne condition physique, alors. Que quelqu'un qui est en surpoids, et pour le moindre effort, il va transpirer aussi, vous voyez. Je veux dire, plus vous allez, si on prend un individu qui s'entraîne régulièrement, plus il va être en condition physique, plus sa transpiration va se déclencher plus tôt. Voilà, mais effectivement, entre un obèse qui court et un type qui a l'habitude de courir à 17, 18, 19 à l'heure, effectivement, c'est l'obèse qui va transpirer plus vite. Évidemment. Marc Leval, Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Le sport qui fait du bien pour la santé, c'est une évidence. Remettez-vous au sport. En plus, là, les beaux jours sont de retour et on a envie d'aller s'oxygéner un petit peu. Alors, pas nécessairement à faire des grandes enjambées, hein, comme on en voit certains là, vous, qui passent comme des fusées à côté de vous. Vous dites, vous culpabilisez en vous disant vous êtes nuls. Non, chacun a son rythme. Il y a aussi le fait de marcher avec cette marche soutenue, cette marche rapide, qui est tout aussi efficace, on l'a dit, avec mes intervenants. Fabrice Norel est avec nous, directeur des opérations chez Endurance Shop. Le bon choix de matériel, c'est important. Et puis Boris Pourreau est là également, cofondateur de l'application Running Heroes, application qui récompense les coureurs après leur running, après l'effort, avec des bons d'achat. D'où vous vient cette idée, Boris ? L'idée me vient avant tout de la pratique. Moi, je pratique la course à pied depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on cherchait, on se posait la question, comment est-ce qu'on peut inciter tous ceux qui ne pratiquent pas à aller vers cette pratique et à en découvrir tous les bienfaits. Et on sait que la course à pied, c'est un sport pour lequel il est difficile de commencer et il est difficile de persévérer. Au bout d'un certain temps, après, on a l'effet des endorphines et le côté presque drogant du running. Mais le plus dur, c'est de passer le cap. Et c'est vrai qu'on s'est dit, la meilleure manière d'inciter les gens à s'y mettre et à persévérer, c'est peut-être tout simplement de les récompenser. Alors, avant de nous donner le détail, vous avez dit un truc très intéressant sur ce fameux cap à passer qui nous incite, une fois qu'on l'a franchi, qui nous incite à en vouloir encore, cette endorphine qui sécrète justement ce besoin et cette envie d'activité physique, sportive. Elle arrive quand ? Il arrive quand ce cap, hein, parce que je connais des gens dans mon entourage qui attendent ce cap depuis Mathusalem. Ça veut dire quoi ? S'ils s'y prennent mal, qu'ils n'ont pas trouvé leur rythme, que les choses ne se sont pas faites dans l'ordre, dans la logique ? Non, je crois que c'est surtout, effectivement, il faut avoir un certain niveau physique pour pouvoir ne plus subir son effort et finalement prendre du plaisir quand on va courir. Quand on s'y met et qu'on n'a pas pratiqué d'activité sportive particulière depuis plusieurs années, effectivement, on peut être plus dans subir sa sortie, pas trouver son souffle, avoir mal aux jambes. Et puis, à force, on va progresser. Et à un moment donné, on va se dire, tiens, là, j'ai pas mal aux jambes, j'ai du souffle. Et finalement, j'ai l'impression de me balader, quoi. Et je profite de tout un tas de choses dont on profite quand on court, hein, la nature, les paysages, respirer, prendre conscience de son corps. Et ça, effectivement, il faut pouvoir être relativement à l'aise durant sa pratique. Fabrice Norel ? Oui, alors il faut savoir également que 75% des coureurs courent seuls et c'est aussi là une source parfois de démotivation, alors qu'il existe aujourd'hui énormément de solutions pour ne pas courir seul. À commencer tout simplement, je vous invite vraiment à pousser la porte de vos magasins SP. Il y a toujours le samedi matin une session qui se fait avec parfois même la possibilité de tester les produits et de rencontrer d'autres personnes qui vont vous diffuser leurs connaissances et vous n'allez pas être seul, vous êtes 10, 15, 20 et vous allez pouvoir discuter, monter en compétences. Ouais, le problème de ce truc-là, Fabrice, c'est que les gens parlent quand ils courent. Et ça, moi je vous garantis que c'est un vrai problème, ça. Moi j'aime pas qu'on parle. C'est vraiment une source de motivation, les regroupements et on se demandait pourquoi il y avait eu un tel engouement du running ces dernières années et c'est en partie grâce à deux choses, toutes ces courses très fun, ces courses féminines, ces courses décalées qui ont amené un côté plus fun à la course à pied, moins pépère, et puis toutes ces sessions qu'organisaient les grandes marques et merci à elles, toutes ces sessions où ils mettent à disposition un coach, un lieu de rendez-vous et où vous pouvez courir en groupe et ça attirait l'année dernière 2 millions de nouveaux pratiquants chez les jeunes parce que ça donnait un autre aspect de la course à pied. Donc le fait de courir à plusieurs et les magasins sont souvent des points de ralliement. C'est motivant. Le fait de courir à plusieurs est vraiment très très motivant et va vous faire aller dans le temps. Alors la motivation, c'est aussi les bons d'achat et c'est aussi cette application Running Heroes. Comment fait-on ? On s'inscrit, on télécharge, qu'est-ce qu'on fait ?
c'est même pas une application, en fait c'est un site internet tout simplement sur lequel on s'inscrit et au moment de l'inscription on synchronise avec le site internet son application de running qu'on utilise habituellement. Donc Running Heroes a des partenariats avec toutes les applications et montres GPS qu'utilisent déjà les coureurs. Je vais en citer quelques-unes, Nike Plus, Runtastic, Runkeeper, Rundomondo, les montres Garmin, Polar, voilà, tous ces outils en fait qui sont déjà dans les mains des coureurs. Hein. Aujourd'hui en France, un coureur sur deux utilise ce type d'outils dans les cours. Donc un coureur qui vient s'inscrire sur Running Heroes, il va simplement synchroniser son outil avec notre site de manière à ce qu'à chaque fois qu'il utilise son outil, donc que ce soit son application ou sa montre, nous automatiquement, sans qu'il ait rien à faire, on sait qu'il a couru, et si on sait qu'il a couru, on va lui attribuer un certain nombre de points, et ces points-là, il va pouvoir ensuite, et il aura la liberté de le faire, les échanger contre des offres exclusives, des récompenses, des expériences, des tests de produits que vont lui proposer des marques. Ah, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Combien vous avez d'adeptes aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 110 120 000 coureurs inscrits sur Running Heroes. Tous français, puisqu'on n'est qu'en France pour le moment. Commentaire, Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez ? Très très bonne idée, c'est d'ailleurs en réflexion dans la tête du fondateur d'Endurance Shop, Antoine Furneaux, qui est amoureux du running, est un amoureux des clients, donc obligatoirement c'est des solutions, il y en a énormément aujourd'hui, donc on les veille et celle-ci en fait partie. Voilà, runningheroes.com avec cette communauté, parce que c'est une communauté hein, quelque part, hein, Boris. Ah oui, on parlait d'ailleurs de la course à plusieurs. C'est justement une des fonctionnalités que nous allons développer et que nous allons lancer dans les semaines à venir. Donc il y aura aussi la possibilité justement très vite, en plus d'être récompensé, de trouver parmi ces 110 000 coureurs quelqu'un qui est peut-être proche de chez soi et qui a le même niveau, qui court à peu près les mêmes jours, qui court à peu près la même distance. Et qui a peut-être à peu près le même âge, voilà, donc le partenaire d'entraînement idéal. Voilà, le site internet runningheroes.com. Merci beaucoup Boris Porot, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Fabrice Norel, avant d'accueillir la dernière personne, et je souhaitais vraiment faire un petit clin d'œil à Elena Soulignac dans quelques instants, le matériel en quelques minutes. Le bon choix de chaussures, le bon choix de vêtements aussi, être à l'aise, on l'a vu, on l'a entendu, ne pas être surcouvert et surchauffé pensant qu'on va transpirer et donc éliminer, c'est pas le bon choix. Non, alors l'élément le plus important, bien sûr, c'est la chaussure. Et donc là, encore une fois, les magasins spécialisés vont pouvoir vous analyser votre foulée sur un tapis de course, un logiciel, et déterminer si vous avez besoin d'une chaussure avec stabilité, une chaussure avec ils le font pas tous, hein. Franchement, ils le font pas tous. Hein. Alors, les grosses enseignes le font pas. Hein. J'ai bien dit, les magasins spécialisés comme le réseau Endurance Shop, chaque client qui rentre, et c'est vraiment un devoir que l'on se fait, chaque client qui rentre passe sur tapis, ça nous prend certes un quart d'heure de plus, mais chaque client passe sur tapis parce que le mauvais choix de chaussures, et parfois on est amené à rectifier des mauvais choix de chaussures qui ont été faits soit sur le net, soit dans les grandes surfaces. Donc le mauvais choix de chaussures va souvent être la cause de douleurs au dos ou au genou. Donc ça c'est très important. C'est pas plus cher en plus que de prendre la mauvaise chaussure. Donc bien que le budget, bien que c'est cher, hein, une bonne paire de chaussures de running, c'est cher. Hein. Alors, il faut minimum compter 100 € en dessous, estimer que ce ne sont pas des chaussures réellement de running, elles ont juste une semelle en mousse, voilà, minimum. Et l'idéal étant, si vous le pouvez, de tabler aux alentours des 130, 140 €, là vous avez vraiment quelque chose de très sérieux. Ensuite, deuxième élément très important, vous l'avez cité à plusieurs reprises, la semelle qui va apporter la stabilité. Donc la chaussure, ça a été le dos, la semelle, ça va être la stabilité pour le genou, les deux grosses pathologies du coureur. Là aussi, nous repassons 5 minutes avec le client pour le passer sur une plateforme de pression pour déterminer s'il a une voûte plantaire creuse, un pied plat, de façon à ne pas lui mettre la même semelle. Donc ça, c'est très important. Parmi les vêtements, en tout cas les équipements qui sont souvent banalisés ou passés sous silence, c'est pour les femmes, vous allez accueillir tout à l'heure une dame, ce sont les brassières. Imaginez l'impact sur la poitrine et souvent parce que souvent c'est oublié, et là également on a des très bons faiseurs en France, donc la brassière est un élément en plus qui ne coûte pas si cher que ça, pour une quarantaine, cinquantaine d'euros, vous avez un produit qui va vous soulager l'impact sur la poitrine et le dos, on oublie souvent ça, mais ça va soulager le dos, et je pense que les femmes ils sont sensibles. Et puis ensuite on en a parlé parmi les éléments importants, ce que les magasins ont appelé les maillots première couche ou les base layers, qui sont le maillot à
même la peau qui va réguler la température, puisque c'est souvent un des facteurs qui fait que on surchauffe. Au bout de 30 minutes, on a envie de rentrer. C'est juste qu'on s'est parfois mis en surchauffe. Et comme votre voiture, si elle monte en surchauffe, à un moment, les voyances s'allument et vous arrêtez. Donc là, si vous avez une bonne régulation thermique avec un coupe-vent ou un gilet, qui est parfois même mieux que le coupe-vent, vous allez pouvoir courir un quart d'heure, 20 minutes de plus dans un confort supérieur. Et puis, dernier élément où là, ça ne cesse d'évoluer, ce sont les montres. Les montres qui sont vraiment un outil de motivation, puisque de nos jours, les montres ne se contentent plus de vous donner le chrono, mais elles vous donnent, grâce à un GPS, votre distance, votre vitesse. Vous allez pouvoir le partager ensuite sur Facebook et autres, votre circuit sur Google Earth. Et aujourd'hui, on va même jusqu'à avoir des montres sur lesquelles vous pouvez recevoir les textos d'encouragement. Imaginez dimanche au Marathon de Paris, dans le 30e, dans le 35e, vous pouvez recevoir des textos sur votre montre et vous dire allez Fabrice, continue, t'es dans tes temps, etc. C'est juste là, on parle vraiment d'objets connectés, mais là au sens propre du terme. Donc voilà, il y a vraiment une grosse évolution. Fabrice, chez Endurance Shop, si on prend les chaussures, une tenue adéquate avec un accessoire, ça chiffre, hein, mine de rien, comme activité, hein. C'est moins cher que la cigarette. D'accord, ça c'est fait, et au moins... Non, mais blague à part, quelqu'un qui fume va dépenser 150 € par mois, quelqu'un qui va courir va dépenser une chaussure à 120, un collant, un maillot, c'est encore un petit billet de 100 €. Je vais dire... Pour une première année, il va en avoir pour 200, 250 €. Et en plus, l'avantage de la course à pied, et mis à part les chaussures, ce sont des produits qui s'usent très peu. Il n'y a pas de chute comme dans certains sports. Il n'y a pas de frottement. Donc, c'est des produits qui vont durer 4 ans, 5 ans. Non, sincèrement, ça coûte moins cher que le café à la machine ou la cigarette. Fabrice Norel, directeur des opérations chez Endurance Shop. Merci infiniment, Fabrice, pour ce témoignage et votre analyse et votre expertise. Merci beaucoup. On va accueillir Elena Soulignac. Juste 30 secondes pour la saluer. Lui souhaiter la bienvenue. Bonjour Elena. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez couru ce matin ou pas? Non, moi je cours pas en plus. Courez pas du tout? Non, bon. Moi je vous organisez. Et oui, j'organise, on accueille une course relais sur Ramonville-Saint-Anne. Voilà, qui s'appelle arrête-toi pour courir.fr. Et je voulais absolument faire un petit clin d'œil à la maman que vous êtes et à votre petite fille également. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Dernière partie, on parle de l'engagement physique et de ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir. Eh bien, certains vont courir pour d'autres. Elena Soulignac qui est avec nous. Merci d'être là. Je rappelle le site internet qui correspond à la thématique de la course que vous organisez, qui s'appelle arrête-toi pour courir.fr et qui est en rapport avec l'association française du syndrome de Rett. Tout à fait. Qu'est-ce donc que ce syndrome ? Alors, le syndrome de Rett est une maladie neurologique grave d'origine génétique qui touche principalement les filles. Voilà. Elle est caractérisée par une période, les enfants se développent normalement jusqu'à peu près leurs 18 mois, 2 ans. Et à partir de cet âge-là, elles perdent un petit peu tous leurs acquis, c'est-à-dire que elles perdent la parole, la possibilité d'utiliser leurs mains et on assiste à une décélération globale du développement psychomoteur et un retard intellectuel qui s'installe. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce syndrome de Rett, en France, c'est quand même assez peu courant. Hein. Ça touche c'est principalement les filles qui sont touchées, donc ça touche une enfant sur 12 à 15 000 enfants qui naissent. Voilà, enfant sur 15 000. Il y a à peu près 40 cas en France tous les ans. Dont votre petite fille. Dont ma petite jeune fille, qui a maintenant 19 ans. 19 ans. Alors, là, il y a l'association française de ce syndrome, le syndrome de Rett, la FSR, et puis il y a ce site internet, arrête-toi pour courir.fr, qui organise pour la 2e année ? Alors, oui, la FSR organise un partenariat donc avec Arrête-toi pour courir pour la 2e année. Cette course solidaire qui est un relais. La première année, c'était une famille de l'association qui sont des coureurs de fond et qui ont une petite fille atteinte aussi de cette maladie, qui ont organisé la première édition. Alors, donc elle était partie de Lille jusqu'à Marseille. Jusqu'à Marseille, Lille-Marseille. Effectivement, il y avait la transversale effectivement de Lille à Marseille. Par contre, on n'a pas beaucoup de temps, Elena. Je voudrais juste quand même qu'on donne. Alors les dates, c'est du 1er au 10 mai. C'est du
1er au 10 mai. Le premier, c'est le départ à Marseille. Il y aura Marseille, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Carcassonne et Ramonville le 3 mai. Sur le site de la ferme de 50. Donc c'est en bordure du canal de Midi. Les coureurs, les relayeurs, qui font partie de l'association Les Kikourous, vont courir en se relayant donc de Carcassonne à Ramonville. Le dimanche après-midi, il y aura une animation festive qui se déroulera sur le lieu du site. Et au fur et à mesure de l'après-midi, des relayeurs, des coureurs partiront du site et iront retrouver les relayeurs et reviendront avec eux. Donc à 10 km autour de Pont-Pertusa, il y aura des handbikers, des coureurs qui iront les rejoindre et qui accompagneront les relayeurs jusqu'au site d'arrivée. Voilà. Alors, encore une fois, de toute façon, tous les détails sont sur le site arrête-toi-pour-courir.fr du 1er au 10 mai, de Marseille jusqu'à Angers, au total. Angers, oui. Il y a 1200 km en 10 jours. Vous passerez par Marseille, Belgrade, Montpellier, Carcassonne, Toulouse, Pau, Bayonne, Biscarrosse, Royan, Sur-Mer, Angoulins-sur-Mer, Cholet et Angers. Voilà, précisément. Et puis, bien sûr, le principe, c'est d'informer, de sensibiliser et de récolter de l'argent, j'imagine. Alors, surtout, le but, c'était de trouver un parrain ou une marraine pour essayer de nous soutenir et de faire connaître la maladie, de promouvoir, de soutenir les chercheurs qui travaillent beaucoup sur cette maladie parce que c'est une maladie qui les intéresse beaucoup. Donc, soutenir la recherche médicale et faire connaître la maladie. Voilà, très bien. Toutes les modalités sur le site arrête-toi-pour-courir.fr. Comment on se prénomme ? De l'association, donc www.afsr.fr. afsr.fr. Merci infiniment, Elena. Aussi les liens sur Arrête-toi pour courir et tous les événements qu'organise l'association. Une petite bise à votre fille. Quel est son prénom ? Anna. Anna, voilà, on l'embrasse, Anna. Et merci de votre témoignage, Elena Soulignac. Merci infiniment. À très bientôt et bon courage. Merci d'écouter Sud Radio.